Bonjour les amis, bienvenue. Dites-nous dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez et mettez un like si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. C'était un mardi tout à fait ordinaire. Je suis rentré à la maison après la salle de sport, le t-shirt trempé de sueur, avec une seule envie, prendre une douche. Ma femme, Laura, était dans la cuisine en train de préparer des pâtes, comme chaque mardi depuis des années. J'avais 38 ans, elle 36. 11 ans de mariage. 2 enfants magnifiques. Une maison en banlieue. Le rêve américain dans toute sa splendeur, n'est-ce pas? J'ai jeté mon sac sur le canapé et sorti mon téléphone pour vérifier mes messages. J'en avais un nouveau. De Laura. Ma femme. La femme qui se trouvait à moins de 10 mètres de moi, cuisinant tranquillement dans ma cuisine. Bizarre? Oui. Mais j'ai pensé que ce serait quelque chose du genre, « Chérie, tu as acheté le pain » ou une banalité du même genre. Sans réfléchir une seconde, j'ai lancé le message vocal. Et là, mon monde a explosé. Mon amour, j'ai tellement hâte de te revoir aujourd'hui. Ce qu'on a vécu hier soir à l'hôtel était incroyable. Chaque fois que je ferme les yeux, je sens encore tes mains sur mon corps. Roberto est tellement absorbé par son travail et sa salle de sport qu'il ne remarque même pas quand je rentre tard. Il est si prévisible, si ennuyeux. Mais toi, tu me fais me sentir vivante à nouveau. Je t'aime. On se voit jeudi à 19 h, au même endroit. Mon cœur s'est arrêté. Littéralement. J'ai eu l'impression qu'on venait de me frapper la poitrine avec un marteau. Mes mains se sont mises à trembler à tel point que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Vous avez bien entendu? Ma femme venait de m'envoyer, à moi, le message destiné à son amant. Par erreur. L'univers a vraiment un sens de l'humour tordu, vous ne trouvez pas? Je l'ai réécouté. Il fallait que je sois sûr de ne pas halluciner. Il fallait que je confirme que ces mots étaient réellement sortis de la bouche de la femme avec qui je partageais mon lit chaque nuit. Roberto est tellement occupé, tellement prévisible, tellement ennuyeux. Chaque mot était comme de l'acide qui me brûlait de l'intérieur. Ce n'était pas seulement qu'elle me trompait. C'était la façon dont elle parlait de moi. Avec mépris. Avec moquerie. Comme si j'étais un vieux meuble devenu inutile, qu'on garde encore par habitude. Vous savez ce qu'il y a de plus ironique? Je m'étais tué à la tâche pendant 11 ans. J'avais bâti ma propre entreprise de conseil financier à partir de rien. Je me levais à 5 h du matin pour aller à la salle avant le travail, parce que Laura disait toujours qu'elle aimait les hommes en forme. Je rentrais tôt pour dîner en famille. Je ne manquais jamais un anniversaire, une fête, une représentation scolaire des enfants. Et elle me traitait d'ennuyeux. De prévisible. Comme si être un bon mari et un bon père était quelque chose de honteux. J'ai pris une profonde inspiration. 1 fois. 2 fois. 3 fois. J'avais l'impression que les murs se resserraient autour de moi, que le sol se dérobait sous mes pieds. Mais je ne pouvais pas crier. Je ne pouvais pas pleurer. Pas encore. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise dans le monde des affaires, c'est que les émotions sont l'ennemi des bonnes décisions. Et à cet instant précis, je devais prendre la décision la plus importante de ma vie. J'ai rangé le téléphone dans ma poche et je suis allé vers la salle de bain. J'avais besoin de me regarder dans le miroir. De me reconnaître. Car l'homme qui me faisait face n'était plus le même que celui qui était entré dans cette maison 10 minutes plus tôt. Cet homme-là avait été naïf. Un imbécile qui faisait aveuglément confiance. Un idiot qui croyait que 11 ans de mariage signifiait encore quelque chose. Mais l'homme dans le miroir avait désormais le regard glacé, une froideur que je ne m'étais jamais connue. Une détermination d'acier. Quelque chose s'était brisé en moi à cet instant. Et quand quelque chose se brise, on a 2 choix, rester à pleurer au milieu des débris, ou transformer ces éclats tranchants en armes. J'ai choisi la deuxième option. Je me suis aspergé le visage d'eau froide. J'ai compté jusqu'à 10. 20. 30. Jusqu'à ce que ma respiration se calme. Jusqu'à ce que mes mains cessent de trembler. Jusqu'à ce que je puisse enfiler le masque dont j'avais besoin pour sortir de cette salle de bain.
Parce que je n'allais pas la confronter. Pas encore. Pas comme ça. Pas de la façon qu'elle attendrait d'un mari ennuyeux et prévisible. Je suis retourné à la cuisine. Laura était de dos, en train de remuer les pâtes. Elle fredonnait une chanson. Tellement calme. Tellement détendue. Sans la moindre idée que son petit secret venait d'être révélé de la manière la plus stupide possible. « Chérie ? Tout va bien ?» demanda-t-elle sans se retourner, en égouttant les pâtes. « Parfait », répondis-je, surpris par le calme de ma propre voix. Je regardais juste quelques emails du boulot. Elle se retourna et me sourit. Ce sourire qui faisait autrefois fondre mon cœur. Ce sourire qui me paraissait désormais totalement faux. « Viens, le dîner est prêt. J'ai fait ton plat préféré ce soir. » Mon plat préféré. Quelle ironie. Elle savait exactement quoi dire, quoi faire, comment jouer son rôle pour maintenir l'illusion parfaite du mariage heureux. Et moi, j'avais été l'acteur principal inconscient de cette pièce pendant je ne sais combien de temps. Je me suis assis à table. Elle a servi les assiettes. Nous avons commencé à manger. Une scène domestique parfaitement normale. Sauf que chaque bouchée avait le goût de la cendre. Chaque mot qu'elle prononçait sonnait comme un mensonge de plus. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle en buvant une gorgée de vin. « Intéressante » dis-je en la regardant droit dans les yeux. « Très intéressante. J'ai reçu une information qui, disons qu'elle change beaucoup de choses. » Pendant une fraction de seconde, j'ai vu une lueur de panique dans son regard. Mais elle la masqua aussitôt. « Le travail ?» demanda-t-elle d'un ton détaché. « Quelque chose comme ça, » répondis-je avec un léger sourire. « Parfois, les informations les plus précieuses arrivent quand on s'y attend le moins, tu sais. » Elle hocha la tête, sans vraiment comprendre ce que je voulais dire. Sans savoir que chacune de mes paroles avait un double sens. Sans se douter que le jeu venait de commencer. « Au fait, repris-je d'un ton léger, tu travailles tard demain ? Je me disais qu'on pourrait dîner ensemble, comme au bon vieux temps. » Demain non, répondit-elle un peu trop vite. Mais mercredi oui. Jeudi, j'ai cette réunion importante dont je t'ai parlé, tu te souviens. Celle de fin de mois. Jeudi. Le mot résonna dans ma tête comme une sirène d'alarme. Le même jeudi que dans le message. Jeudi à 19h. Au même endroit. Ah oui, ta réunion importante, dis-je en acquiesçant. À quelle heure tu termines ? Vers 9h, probablement. Tu sais comment sont ces réunions de travail. Menteuse. Si naturelle. Si convaincante. Si je n'avais pas écouté ce message, je l'aurais cru sans la moindre hésitation. Comme je l'avais toujours fait. Nous avons terminé le dîner dans un silence pesant. Enfin, pesant pour moi. Elle semblait parfaitement normale, parlant de choses banales, les enfants, l'école, la nouvelle voisine. Après le repas, je me suis proposé pour faire la vaisselle. Elle parut surprise, mais accepta avec plaisir, disant qu'elle allait prendre un bain. Je l'ai regardée se diriger vers la salle de bain, son téléphone à la main, comme toujours. Ce maudit téléphone qu'elle ne quittait jamais. Pendant que je lavais les assiettes, mon esprit tournait à toute vitesse. Depuis combien de temps cela durait-il ? Qui était cet homme ? Où se retrouvait-il exactement ? Comment avais-je pu ne rien remarquer pendant tous ces mois, ou ces années ? Et puis je me suis souvenu. J'étais consultant financier. Mon métier consistait à déceler les incohérences, à repérer les schémas suspects, à mettre au jour les fraudes. J'avais aidé des dizaines d'entreprises à attraper des employés malhonnêtes, à découvrir des détournements, à suivre la trace de l'argent. Et maintenant, toutes ces compétences affinées au fil des années, j'allais les utiliser chez moi. Pour surveiller ma propre femme. Pour découvrir chaque détail de sa trahison. Parce que si Laura pensait être mariée à un homme ennuyeux et prévisible, elle allait bientôt découvrir à quel point elle se trompait. Cette nuit-là, lorsque nous nous sommes finalement couchés, elle s'est endormie presque immédiatement. Moi, je suis resté éveillé, fixant le plafond. À côté de moi dormait une étrangère. Une inconnue qui, par hasard, partageait mon nom et mon lit.
Mais pendant qu'elle rêvait, probablement de son amant, moi, j'étais éveillé. En train de planifier. De calculer. De me préparer à ce qui allait suivre. Parce que tout cela ne se terminerait pas par une simple confrontation et un divorce dramatique. Oh non. Ce serait bien plus que ça. Laura avait commis 2 erreurs fatales. La première, sous-estimer son mari. La seconde, m'envoyer ce message par erreur. Et je m'assurerai qu'elle paie pour les 2. Le jeudi n'était plus qu'à 2 jours. Et quand ce jour arriverait, je serais prêt. Avec des preuves. Des faits. Un plan si minutieux qu'elle ne le verrait même pas venir. Le pauvre Roberto, ennuyeux et prévisible, était sur le point de montrer à sa femme qui il était vraiment. Et croyez-moi, mes amis, ce qui arrive ensuite, aucun d'entre vous ne voudra le manquer. Mercredi matin, je me suis réveillé avant l'aube. Laura dormait encore profondément à mes côtés, avec cette expression de paix sur son visage qui, désormais, m'insultait. Comment pouvait-elle dormir aussi sereinement après ce qu'elle faisait? Comment était-il possible qu'elle ne ressente pas la moindre once de culpabilité? Je me suis levé sans faire de bruit et je me suis dirigé vers mon bureau. J'ai verrouillé la porte. Il était temps de commencer l'enquête. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir mon ordinateur portable et de créer un dossier chiffré. Je l'ai appelé « Projet Phoenix ». Parce que des cendres de ce mariage détruit, je renaîtrai plus fort que jamais. Ça sonne dramatique, je le sais. Mais quand ton monde s'effondre, tu as besoin de t'accrocher à quelque chose, même si ce n'est qu'un nom de dossier. J'ai sorti mon carnet et j'ai commencé à écrire tout ce que je savais jusqu'à présent. Chaque détail du message vocal. Les dates. Les jeudis. Les prétendues réunions professionnelles. J'avais besoin de construire une chronologie. J'avais besoin de voir le schéma dans son ensemble. Laura avait mentionné ce qui s'est passé hier soir à l'hôtel. Cela signifiait qu'il s'était vu lundi. Hier. Pendant que j'étais probablement à la salle de sport. J'y allais toujours le lundi de 18h à 20h. Elle le savait. Et elle avait utilisé cela contre moi. J'ai ouvert mes relevés bancaires. Si Laura dépensait de l'argent dans des hôtels ou des restaurants avec son amant, il y aurait une trace. Car même si nous avions des comptes séparés, j'avais accès aux cartes de crédit du foyer. Je les vérifiais chaque mois dans le cadre de la gestion des finances familiales. Et c'était là. Comme un phare brillant dans l'obscurité. Des dépenses que je n'avais jamais remises en question parce que je lui faisais confiance. Mais maintenant, en les regardant avec un regard neuf, tout prenait sens. Restaurant La Dolce Vita. $180. Un lundi, il y a 3 semaines. Hôtel Riverside. $250. Un jeudi, il y a 2 mois. Boutique Sophies. 4 cents $. De la lingerie coûteuse. Il y a 1 mois. Chaque dépense était un coup de couteau. Mais c'était aussi une preuve. Une preuve qu'elle avait elle-même laissée derrière elle, si négligente, si sûre que son mari ennuyeux ne vérifierait jamais 2 fois. J'ai pris des captures d'écran de tout. Je les ai enregistrées dans mon dossier chiffré. Puis j'ai continué à creuser. Et vous savez ce que j'ai découvert d'autre? Que Laura rentrait tard tous les jeudis depuis les 4 derniers mois. J'ai vérifié mon agenda. Chaque jeudi, sans exception. Réunion de fin de mois. Présentation importante. Dîner avec des clients. Des mensonges parfaitement élaborés. 4 mois. Au minimum 4 mois de trahison. Peut-être plus. J'ai ressenti des nausées en pensant à toutes les fois où je l'avais embrassée sans savoir où ses lèvres avaient été. À toutes les fois où je l'avais prise dans mes bras sans savoir dans quels autres lits ce corps s'était trouvé. J'ai entendu du bruit dans le couloir. Laura s'était réveillée. J'ai refermé l'ordinateur rapidement et je suis sorti du bureau avec un sourire forcé. « Bonjour, chérie », m'a-t-elle dit, encore en pyjama, les cheveux en bataille. « Pourquoi t'es-tu levé si tôt ? J'ai une présentation importante aujourd'hui, ai-je menti avec une facilité déconcertante. Et j'ai réalisé quelque chose de troublant, mentir devenait facile. Elle m'avait bien formé.
Je voulais prendre de l'avance. MMM, a-t-elle murmuré en s'approchant pour m'embrasser sur les lèvres. Son baiser. Le même que toujours. Mais maintenant, il me donnait la nausée. Je me suis forcé à ne pas reculer. À continuer la comédie. Du café? Ai-je demandé. S'il te plaît. Tu es le meilleur mari du monde, a-t-elle dit en souriant. Le meilleur mari du monde. Quelle ironie. Le meilleur mari du monde qu'elle trompait méthodiquement tous les jeudis. J'ai préparé le café pour nous deux. Nous nous sommes assis dans la cuisine. Elle consultait son téléphone sans cesse. À chaque fois, je me demandais si elle lui parlait. S'ils planifiaient leur prochaine rencontre. S'il riait de moi. Quels sont tes plans aujourd'hui? Ai-je demandé d'un ton détaché. Rien de spécial. J'emmène les enfants à l'école, ensuite j'ai yoga à 10h, puis déjeuner avec Patricia. Et toi? Des réunions toute la journée. Je rentrerai sûrement tard. Pas de problème, a-t-elle répondu sans lever les yeux de son téléphone. Pas de problème. Bien sûr que non. Parce que mon absence lui convenait parfaitement. Après le petit déjeuner, je me suis habillé pour le travail. Mais mes plans étaient différents de ceux que j'avais racontés à Laura. Aujourd'hui, je n'irai pas au bureau. Aujourd'hui, je la suivrai. Je suis parti de la maison à 7h30, comme toujours. Mais au lieu de me diriger vers mon bureau, je me suis garé à 2 rues de là, à un endroit d'où je pouvais voir la maison sans qu'elle puisse me voir. À 8h15, Laura est sortie avec les enfants. Elle les a emmenés à l'école. Jusque-là, tout était normal. Mais ensuite, au lieu d'aller au studio de yoga comme elle l'avait dit, elle a pris la direction opposée. Je l'ai suivie en gardant mes distances. Je n'arrivais pas à croire que je faisais ça. Roberto, le conseiller financier respectable, suivant sa femme comme un détective privé de bas étage. Mais c'était nécessaire. J'avais besoin de tout savoir. Laura s'est arrêtée devant un café en centre-ville. Un endroit appelé Café Aroma. Elle est sortie de la voiture et est entrée. À travers la vitre, je l'ai vue s'asseoir à une table au fond. Et puis, 5 minutes plus tard, je l'ai vu. Un homme grand, probablement dans la quarantaine, cheveux noirs parfaitement coiffés, costume cher. Il s'est assis en face de Laura. Et la façon dont elle l'a regardé. Mon Dieu, la façon dont ses yeux se sont illuminés en le voyant. Elle ne m'avait jamais regardé comme ça. Même pas durant nos premières années de mariage. Jamais. Ils se sont pris la main au-dessus de la table. Ils ont parlé. Ils ont ri. Ils se sont embrassés. Un baiser doux mais intime. Le genre de baiser que l'on donne quand on est à l'aise avec quelqu'un. Quand on connaît son goût par cœur. J'ai senti mon âme se briser. Le voir en vrai était 1000 fois pire que d'entendre simplement le message. Parce que maintenant, c'était réel. Tangible. Incontestable. J'ai pris des photos. Des dizaines de photos. Avec mon téléphone, depuis la voiture. Chaque baiser. Chaque caresse. Chaque sourire complice. Tout était enregistré. Ils sont restés au café pendant 1 heure. Puis ils sont sortis ensemble. Il l'a accompagné jusqu'à sa voiture. Il lui a donné un autre baiser, plus long cette fois. Elle est montée dans sa voiture et est partie. Lui est resté là, à la regarder s'éloigner, avec un sourire idiot sur le visage. J'ai dû me retenir de sortir de ma voiture et de lui fracasser le visage sur place. Mais non. Ça aurait été stupide. C'est exactement ce qu'un homme impulsif aurait fait. Et je n'étais pas cet homme-là. J'ai continué à suivre Laura. Elle est allée au supermarché. Elle a acheté des choses pour le dîner. Puis elle est passée au pressing. Ensuite, elle est entrée dans une boutique de cadeaux. Une vie normale. Une routine normale. Comme si rien ne s'était passé. Je suis retourné à ma voiture et je me suis permis, pour la première fois en 2 jours, de ressentir pleinement la douleur. J'ai frappé le volant. 1 fois. 2 fois. 3 fois.
jusqu'à ce que mes jointures deviennent rouges et douloureuses. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis que j'avais reçu ce message, j'ai pleuré. Pas des larmes silencieuses. Pas un sanglot contenu. Mais des pleurs profonds, arrachés du plus profond de mon être. J'ai pleuré le mariage que je croyais avoir. J'ai pleuré la confiance détruite. J'ai pleuré les 11 années que j'avais gaspillées avec une femme qui ne m'aimait pas. Qui, probablement, ne m'avait jamais vraiment aimé. Mais après 10 minutes, je me suis essuyé les larmes. Je me suis regardé dans le rétroviseur. Mes yeux étaient rouges, mais ma détermination restait intacte. Parce que les larmes étaient nécessaires. Le deuil était nécessaire. Mais je ne pouvais pas rester coincé là. J'avais un plan à exécuter. J'ai démarré la voiture et j'ai roulé. Pas vers ma maison. Pas vers mon bureau. Mais vers un endroit que je n'aurais jamais pensé visiter, le cabinet d'un avocat spécialisé en divorce. L'avocat s'appelait Marcos Gutiérrez. Il avait d'excellentes références. Et quand je lui ai raconté mon histoire, quand je lui ai montré les photos et les relevés bancaires, il a souri. « Monsieur Medina, m'a-t-il dit, vous avez un dossier solide. Très solide. Avec ces preuves, nous pouvons nous assurer que vous sortirez de ce divorce dans la meilleure position possible. » Je ne veux pas seulement sortir en bonne position, ai-je répondu en le regardant droit dans les yeux. Je veux qu'elle perde tout. Je veux la garde de mes enfants. Je veux la maison. Je veux qu'elle comprenne que les actes ont des conséquences. Marcos a hoché la tête. Alors, il nous faut plus de preuves. Plus de photos. Plus de preuves de leur rencontre. Surtout celle du jeudi. Si nous pouvons documenter cette rencontre à l'hôtel, nous aurons tout ce qu'il nous faut. Je les aurai, lui ai-je assuré. Jeudi. À 19h. Je serai là. Je suis sorti du cabinet en me sentant étrangement puissant. J'avais un plan. J'avais un avocat. J'avais des preuves. Et demain, jeudi, j'en aurai encore plus. Le reste du mercredi s'est déroulé dans un brouillard. Je suis rentré à la maison à 18h. Laura préparait le dîner, jouant le rôle de l'épouse parfaite. Les enfants faisaient leurs devoirs dans le salon. « Comment s'est passée ta journée ?» m'a-t-elle demandé. « Productive, ai-je répondu. Et ce n'était pas un mensonge. C'était la journée la plus productive de ma vie. Très productive. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai observé ma famille. Mes deux enfants, de 8 et 6 ans, mangeant et riant, totalement inconscients que leur monde était sur le point de changer pour toujours. Et Laura, souriante, servant encore de la nourriture, demandant des nouvelles des devoirs. Une scène parfaite. Une famille parfaite. Sauf que tout était un mensonge. Après avoir couché les enfants, Laura et moi nous sommes assis dans le salon pour regarder la télévision. Elle s'est blottie contre moi sur le canapé, comme elle le faisait toujours. Et moi, pour la dernière fois, je l'ai laissé faire. Parce que je savais que demain, après jeudi, tout cela prendrait fin. « Je t'aime », m'a-t-elle murmuré. Moi aussi, ai-je menti. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'important. Je ne ressentais plus de douleur en la regardant. Je ne ressentais plus de colère. Je ne ressentais rien. Un vide total. Elle avait tué tout ce que j'avais un jour ressenti pour elle. Demain serait le jour. Demain, je suivrai Laura et son amant jusqu'à l'hôtel. Demain, j'obtiendrai la preuve finale dont j'avais besoin. Et ensuite viendrait la confrontation. Mais ce ne serait pas une confrontation ordinaire. Elle serait calculée. Planifiée. Parfaite. Parce que Laura avait sous-estimé son mari, ennuyeux et prévisible. Et elle était sur le point de découvrir à quel point cette erreur allait lui coûter cher. Jeudi. Le jour que j'attendais, et que je redoutais en même temps. Je me suis réveillé à 5 heures du matin, l'estomac noué. Je n'avais presque pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, des images de Laura avec cet homme surgissaient. En train de s'embrasser. De se toucher. De rire de moi. Laura dormait encore à côté de moi. Je l'ai observée un instant. Même maintenant,
Même en sachant tout ce que je savais, une part de moi refusait encore de croire que tout cela était réel. Comment en étions-nous arrivés là? À quel moment notre mariage s'était-il transformé en ce cauchemar? Je me suis levé sans faire de bruit et je suis allé prendre une douche. L'eau chaude coulait sur mon corps tandis que je passais mentalement en revue le plan de la journée. Laura quitterait la maison vers 6h30, comme tous les jeudis. Officiellement, elle allait à sa réunion de travail. Mais moi, je connaissais la vérité. Elle irait droit dans les bras de son amant. Et moi, je serais là pour documenter chaque seconde. Je me suis habillé simplement, jean foncé, chemise noire, casquette de baseball. Je devais passer inaperçu. J'ai pris mon appareil photo professionnel, celui que j'utilisais habituellement pour photographier des documents importants au travail. Aujourd'hui, il allait servir à toute autre chose. Je suis descendu à la cuisine et j'ai préparé du café. Mes mains tremblaient légèrement. Pas de peur. D'anticipation. D'adrénaline pure. Aujourd'hui, j'obtiendrai les preuves dont j'avais besoin. Aujourd'hui, tout allait changer. Laura est descendue à 7h, déjà prête pour sa prétendue réunion. Elle portait une robe bleu marine que je ne lui connaissais pas neuve. Chère. Probablement achetée avec notre carte de crédit pour impressionner son amant. Chaque détail était une gifle supplémentaire. « Bonjour, mon amour », m'a-t-elle dit en déposant un baiser rapide sur ma joue. « Tu as bien dormi ?» Comme un bébé, ai-je menti. « Stressé par ta réunion ?» Un peu, a-t-elle répondu en se servant du café. « Mais tout ira bien. Ça se passe toujours bien. » Oui, ai-je pensé. Parce que ce n'est pas une réunion de travail, c'est un rendez-vous avec ton amant. Évidemment que ça se passe toujours bien. Tu penses finir vers quelle heure? Ai-je demandé, en gardant un ton détendu. Vers 9h, probablement. Ne m'attends pas éveillé. Ne m'attends pas éveillé. Bien sûr. Parce que tu ne voulais pas que je voie les marques de baiser sur ton cou. Tu ne voulais pas que je sente le parfum d'un autre homme sur ta peau. D'accord, ai-je dit en souriant. Moi aussi, j'ai du travail en retard. Je vais sûrement rester tard au bureau. Un mensonge. Mais elle n'en savait rien. Elle n'a jamais rien su. Laura est partie à 6h45. J'ai attendu 10 minutes, puis je suis sorti à mon tour. Cette fois, j'ai vérifié que j'avais tout, l'appareil photo, mon téléphone entièrement chargé, de l'argent liquide et, surtout, une détermination d'acier. J'ai conduit jusqu'au parking d'un centre commercial voisin et j'ai attendu. D'après le message vocal, le rendez-vous était prévu à 7h. Mais je savais qu'elle arriverait probablement plus tôt. Les gens amoureux arrivent toujours en avance. Ils sont impatients. Désespérés de se revoir. À 6h50, j'ai vu sa voiture. Mon estomac s'est contracté. C'était réel. Ça se passait vraiment. Laura s'est garée et est entrée dans le hall d'un hôtel. Hôtel Riverside. Le même que j'avais vu sur les relevés bancaires. 5 minutes plus tard, il est arrivé. Le même homme que celui du café. Costume gris, cette fois. Mallette à la main. Il jouait le rôle de l'homme d'affaires en déplacement professionnel. Comme c'était pratique. Il est entré dans l'hôtel. J'ai attendu 2 minutes de plus, puis je l'ai suivi. Le hall était élégant. Moderne. Cher. Une jeune réceptionniste se tenait derrière le comptoir. Je ne lui ai prêté aucune attention. Mes yeux balayaient l'espace, cherchant Laura et son amant. Je les ai vus près des ascenseurs. Ils parlaient à voix basse, debout très près l'un de l'autre. Beaucoup trop près pour de simples collègues. Il avait la main posée dans le bas de son dos. Elle riait de quelque chose qu'il venait de dire. L'ascenseur est arrivé. Ils sont entrés. Les portes se sont refermées. Je me suis approché rapidement et j'ai vu les chiffres s'illuminer. 4, 5, 6, 7. 7e étage. Une chambre au 7e étage. J'ai pris l'ascenseur suivant. Mon cœur battait si fort que j'étais convaincu que tout le hall pouvait l'entendre.
Arrivé au 7e étage, je suis sorti prudemment. Le couloir était vide et silencieux, recouvert d'une moquette rouge sombre. J'ai avancé lentement, vérifiant chaque porte. Et puis je les ai entendus. Des rires. Des voix. Elles venaient de la chambre 712. Je me suis approché de la porte. Ma main tremblait tandis que je sortais mon téléphone et lançais l'enregistrement audio. Je pouvais les entendre clairement. Beaucoup trop clairement. « Tu m'as tellement manqué », disait Laura. Sa voix était différente. Plus douce. Plus heureuse. « Moi aussi, mon amour », a répondu l'homme. « Ces jours sans te voir sont une torture. » J'ai entendu le bruit d'un baiser. Puis un autre. Puis des rires. « Tu crois qu'un jour on pourra être ensemble ? Vraiment ensemble ? » a demandé Laura. « Bientôt, ma chérie. Bientôt. Je dois juste régler quelques affaires avec ma femme. Et toi avec Roberto. Ma femme. Lui aussi était marié. Bien sûr qu'il l'était. Deux menteurs. Deux traîtres. Détruisant deux familles pour leur plaisir égoïste. Roberto est tellement prévisible, a soupiré Laura. Il ne se doute jamais de rien. Parfois, je me demande s'il m'aime vraiment ou s'il est simplement à l'aise dans la routine. Ces mots m'ont fait plus mal que tout le reste. Parce qu'elle avait raison. J'avais été prévisible. Confiant. Le mari parfait, pendant qu'elle me poignardait dans le dos, encore et encore. Mais plus maintenant. J'ai rangé mon téléphone et sorti l'appareil photo. Il me fallait plus que de l'audio. Il me fallait des preuves visuelles. J'ai parcouru le couloir à la recherche d'un moyen d'y parvenir. C'est alors que j'ai eu une idée. L'hôtel avait des fenêtres donnant sur l'extérieur. Si je trouvais le bon angle depuis la rue, je pourrais peut-être photographier la chambre de l'extérieur. Je suis redescendu rapidement dans le hall et je suis sorti de l'hôtel. J'ai contourné le bâtiment jusqu'à trouver le côté correspondant au 7e étage. J'ai compté les fenêtres. La chambre 712 devait être celle-là. Les rideaux étaient partiellement ouverts. Et ce que j'ai vu à travers mon objectif m'a donné la nausée. Laura était là. Avec lui. Ils s'enlaçaient. S'embrassaient. Leurs mains parcouraient le corps de l'autre avec une familiarité que seul le temps donne. Ce n'était pas nouveau. Ça durait depuis des mois. Peut-être même des années. J'ai pris photo sur photo. Chacune était comme un clou de plus dans le cercueil de notre mariage. Mais j'en avais besoin. J'avais besoin de ces preuves pour être certain que, lorsque tout serait terminé, elle ne pourrait rien nier. Après 20 minutes, j'ai abaissé l'appareil. J'en avais assez. Plus qu'assez. Des images qu'aucun juge ne pourrait ignorer. Des preuves qui feraient pencher n'importe quel divorce entièrement en ma faveur. Je suis retourné à ma voiture et je me suis assis en silence. J'ai passé les photos en revue sur l'écran de l'appareil. Elles étaient toutes nettes. Claires. Indiscutables. Ma femme. Avec un autre homme. Dans un hôtel. En plein acte de trahison. À cet instant, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était plus de la douleur. Plus maintenant. La douleur avait laissé place à quelque chose de bien plus froid. Plus calculateur. C'était une clarté absolue. J'ai appelé Marcos, mon avocat. J'ai tout, lui ai-je dit lorsqu'il a décroché. Photos, enregistrements audio, relevés bancaires. Tout. Excellent, a-t-il répondu. Venez demain matin à la première heure. Nous préparerons les documents de divorce. Avec ces preuves, Monsieur Medina, je vous garantis que vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Non, ai-je dit fermement. Je ne veux pas attendre demain. Je veux que les documents soient prêts ce soir. Parce que demain, je les lui remettrai. Un silence à l'autre bout du fil. Vous êtes sûr? C'est très rapide. Vous devriez peut-être prendre un peu de temps pour. Je suis absolument sûr, l'ai-je interrompu. J'ai déjà eu assez de temps. 11 ans. Ça suffit. Très bien.
Ils seront prêts pour 22 heures. Passez à mon cabinet. J'ai raccroché et je suis resté à fixer l'hôtel. Laura était encore là-haut. Sans savoir que son monde allait s'effondrer. Sans savoir que pendant qu'elle profitait de son aventure secrète, je construisais le dossier qui la détruirait. 2 heures plus tard, j'ai vu Laura sortir de l'hôtel. Seul. Il était parti par une autre sortie, évidemment. Toujours aussi prudent. Toujours aussi malin. Sauf pour ce message vocal. Cette seule erreur qui avait tout changé. Laura marchait vers sa voiture avec un sourire sur le visage. Heureuse. Satisfaite. Rayonnante. Je me suis demandé combien de fois elle était sortie de cet hôtel avec la même expression. Combien de fois elle était rentrée à la maison avec moi, imprégnée de son odeur à lui. J'ai attendu qu'elle parte avant de démarrer. Je ne l'ai pas suivie cette fois. Je n'avais plus besoin de preuves. J'avais tout ce qu'il me fallait. Au lieu de ça, j'ai conduit sans but à travers la ville. J'avais besoin de temps pour assimiler. Pour digérer. Pour me préparer mentalement à ce qui allait suivre. Parce que demain, tout changerait. Demain, lorsque Laura se réveillerait, elle penserait vivre une journée normale. Petit déjeuner en famille. Déposer les enfants à l'école. Peut-être appeler son amant pour organiser leur prochaine rencontre. Mais demain, je lui remettrai les papiers du divorce. Avec toutes les preuves. Toutes les photos. Tous les relevés bancaires montrant comment elle avait dépensé notre argent pour son aventure. Et je verrai son visage. Je verrai l'instant précis où elle comprendrait qu'elle avait perdu. Que le pauvre Roberto ennuyeux et prévisible l'avait battu à son propre jeu. Ce soir-là, à 22 heures précises, j'étais dans le cabinet de Marcos. Les documents étaient prêts. Épais. Détaillés. Implacables. C'est l'un des dossiers les plus solides que j'ai jamais vus, m'a dit Marcos pendant que je signais page après page. Avec ces preuves, nous pouvons invoquer l'abandon émotionnel, l'adultère avéré et l'usage abusif des fonds conjugaux. Vous obtiendrez la garde principale des enfants, la maison, et elle devra verser une compensation. Parfait, ai-je répondu simplement. C'est exactement ce que je veux. Je suis sorti de son bureau avec les documents sous le bras. Il était presque 23 heures. Laura devait déjà être à la maison, m'attendant. Inquiète de ne pas me voir arriver. M'envoyant des messages pour savoir où j'étais. J'ai regardé mon téléphone. Effectivement, j'avais 5 messages d'elle. Où es-tu? Je suis inquiète. Tout va bien? Réponds-moi, s'il te plaît. Roberto, tu me fais peur. Quelle ironie. Elle avait peur qu'il me soit arrivé quelque chose. Pendant ce temps, elle avait passé les 2 dernières heures dans les bras d'un autre homme. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé s'inquiéter un peu plus. Je l'ai laissé ressentir une infime fraction de l'angoisse que j'avais endurée ces derniers jours. Je suis rentré à la maison à 23h30. Laura était dans le salon, téléphone à la main, les yeux rouges. Avait-elle pleuré? Est-ce que ça lui importait vraiment? Roberto. S'est-elle écriée en me voyant. Où étais-tu? Tu ne répondais pas. J'ai cru que... Une réunion qui s'est éternisée, ai-je dit calmement. Désolé de t'avoir inquiété. Elle s'est approchée et m'a pris dans ses bras. Elle a enfoui son visage contre ma poitrine. Je sentais un parfum différent. Le shampoing de l'hôtel. L'épreuve de sa trahison imprégnée dans sa peau. Ne me refais plus jamais peur comme ça, a-t-elle murmuré. Je ne le ferai plus, ai-je menti. Parce que je savais que demain, lorsque je lui remettrais ses papiers, ce serait moi qui lui ferais peur. Ce serait moi qui lui montrerais que les actes ont des conséquences. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des jours. Parce qu'enfin, après tant de douleur et de confusion, j'avais le contrôle. J'avais un plan. Et demain, ce plan serait exécuté à la perfection. Laura ne savait pas qu'elle venait de passer sa dernière nuit en tant que ma femme. Demain, le jeu se terminerait. Et j'avais déjà gagné. Vendredi matin. Le jour qui allait tout changer. Je me suis réveillé à 6 heures précises,
avec une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis des jours. Aujourd'hui, c'était le jour. Aujourd'hui, je mettrai fin à cette farce de mariage. Les documents du divorce étaient dans ma mallette, rangés dans une chemise cartonnée couleur manille. Chaque page représentait la fin de 11 années. Mais aussi le début de quelque chose de nouveau. De ma liberté. De ma dignité retrouvée. Laura dormait encore. Je l'ai observée une dernière fois en tant que mon épouse. Dans quelques heures, elle ne serait plus qu'une étrangère. Une menteuse qui avait autrefois porté mon nom. Je me suis levé sans faire de bruit et je suis descendu à la cuisine. J'ai préparé du café et me suis assis pour vérifier une dernière fois toutes les preuves sur mon ordinateur portable. Les photos de l'hôtel. Les relevés bancaires. L'enregistrement audio. Tout était parfait. Irréfutable. Accablant. Mon plan était simple, mais efficace. J'attendrai que Laura emmène les enfants à l'école. Puis, à son retour, je l'attendrai dans le salon. Avec les documents. Avec les preuves. Avec la vérité. À 7h30, Laura descendit, déjà prête. Jean et blouse blanche. Elle avait l'air fatiguée. Elle avait probablement mal dormi après sa réunion d'hier. Quel dommage. Bonjour, me dit-elle en se servant du café. Bonjour, répondis-je. Ma voix était étrangement calme. Presque amicale. Comme si c'était une journée ordinaire. Tu as des projets aujourd'hui, demanda-t-elle en préparant le petit déjeuner des enfants. Oui, répondis-je en la regardant droit dans les yeux. Des projets très importants. Elle ne perçut pas le ton. Ou peut-être ne voulut-elle pas le percevoir. Elle hocha simplement la tête et poursuivit sa routine matinale. Les enfants descendirent quelques minutes plus tard. Matteo, 8 ans, et Sofia, 6 ans. Mes deux trésors. Les seuls véritables biens qui sortiraient de ce mariage détruit. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble, en famille. Pour la dernière fois. Les enfants parlaient de leurs cours, de leurs amis, d'un film qu'ils voulaient voir. Si innocents. Si inconscients du fait que leur monde allait bientôt se diviser en deux. Je les regardais et ressentais une pointe de culpabilité. Ils ne méritaient pas ça. Ils n'avaient rien fait de mal. Mais je ne pouvais pas continuer à vivre ce mensonge pour eux. Je ne pouvais pas leur apprendre qu'il est normal d'accepter la trahison. Qu'il est normal d'être le paillasson sur lequel les autres marchent. Papa. Ça va? Demanda Matteo en me regardant avec ses grands yeux qu'il avait hérités de moi. Oui, champion, mentis-je en lui ébouriffant les cheveux. Je pense juste au travail. Laura se leva. Bon, il est temps d'y aller. Les enfants, prenez vos sacs. Je les regardais sortir. Laura leur ouvrit la portière de la voiture. Les attacha dans leur siège. Les embrassa. Jouant le rôle de la mère parfaite. Et peut-être l'était-elle. Peut-être qu'être une mauvaise épouse ne faisait pas d'elle une mauvaise mère. Mais cela ne changeait rien à ce que je devais faire. Lorsque la voiture disparut au bout de la rue, je montai chercher ma mallette. Je l'ouvris et sortis la chemise cartonnée. Elle était légère physiquement, mais son poids émotionnel était immense. Je redescendis au salon et j'attendis. Assis sur le canapé principal, la chemise posée sur la table basse. Mes mains tremblaient légèrement. Pas de peur, mais d'anticipation. D'adrénaline. De justice imminente. 20 minutes plus tard, j'entendis sa voiture dans l'allée. La clé dans la serrure. La porte qui s'ouvre. Ses pas dans le couloir. Roberto? Tu es encore là, demanda-t-elle en entrant dans le salon. Je pensais que tu serais déjà parti. Elle s'arrêta net en me voyant. Assis. En train de l'attendre. Avec cette chemise sur la table. Il faut qu'on parle, dis-je. Ma voix était froide. Contrôlée. Rien à voir avec le Roberto émotif et confiant qu'elle connaissait. Que se passe-t-il? Demanda-t-elle, et je vis une lueur de nervosité dans ses yeux. C'est à propos du travail? Des enfants? Assieds-toi, Laura. Elle hésita.
Une seconde, elle pensa refuser. Mais quelque chose dans mon expression lui fit comprendre que ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre. Elle s'assit en face de moi, sur le canapé opposé. Ses mains jouaient nerveusement avec le bord de sa blouse. « Que se passe-t-il, Roberto ? Tu me fais peur. » Je pris la chemise et l'ouvris lentement. J'en sortis la première photo. Celle de l'hôtel. Laura et son amant s'embrassant près de l'ascenseur. Je la posai sur la table, devant elle. La couleur disparut totalement de son visage. Elle devint blanche comme le papier. Je peux expliquer, commença-t-elle. Non, l'interrompis-je, ma voix tranchante comme un couteau. Tu ne peux pas expliquer ça. Il n'y a aucune explication qui justifie ce que tu as fait. Je sortis une autre photo. Cette fois, au café. Main dans la main. S'embrassant au-dessus de la table. Roberto, s'il te plaît. Une autre photo. Puis une autre. Et encore une autre. Chacune un témoignage de sa trahison. Chacune un clou de plus dans le cercueil de notre mariage. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. Je suis désolé. Tellement désolé. C'était une erreur. Une terrible erreur. Une erreur ? Répétai-je, laissant pour la première fois transparaître l'émotion. La colère. Tu appelles, erreur, 4 mois de tromperie systématique ? Des dizaines de rendez-vous dans des hôtels de luxe payés avec notre argent ? Me traiter d'idiot et d'ennuyeux dans mon dos ? Elle sanglotait. Tu as écouté le message ? Bien sûr que je l'ai écouté, Laura. Ce message que tu m'as envoyé par erreur. L'univers a un sens de l'humour tordu, tu ne trouves pas ? Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre. Je ne pouvais pas la regarder. Voir ces larmes factices me donnait la nausée. 4 mois, Laura. Au minimum 4 mois dont je suis certain. Mais probablement plus, n'est-ce pas ? Depuis combien de temps couches-tu avec cet homme ? Depuis combien de temps me mens-tu chaque putain de nuit ? 6 mois, murmura-t-elle. Ça fait 6 mois qu'on se voit. 6 mois. Un demi-an de trahison. Un demi-an de baisers faux, de « je t'aime » vide, d'intimité souillée. Et qui est-il ? Demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Il s'appelle Javier. Je l'ai rencontré lors d'un cours de marketing. Il est marié aussi. Bien sûr qu'il l'était. Tu l'aimes ? Elle ne répondit pas immédiatement. Et ce silence fut une réponse suffisante. Je pensais que oui, finit-elle par dire. Mais maintenant, je ne sais plus ce que je ressens. Je suis confuse. Toi et moi, ça fait si longtemps que... Épargne-moi ton souffle, l'interrompis-je en me tournant vers elle. Je n'ai pas besoin d'entendre tes excuses. Je n'ai pas besoin de connaître tes sentiments. La seule chose dont j'ai besoin, c'est que tu signes ces documents. Je sortis les papiers du divorce et les posai sur la table, à côté des photos. Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-elle, alors qu'elle le savait déjà. Les documents du divorce. Préparés par le meilleur avocat de la ville. Avec toutes les preuves de ton infidélité jointes. Elle les prit, les mains tremblantes, et commença à lire. À chaque page, son visage pâlissait davantage. Ça dit que tu veux la garde complète des enfants. La garde principale, corrigeai-je. Tu auras des visites surveillées le week-end. Parce qu'une mère qui dépense l'argent familial dans des hôtels avec son amant n'est pas apte à avoir la garde complète. Ce n'est pas juste. Je suis leur mère. Juste ? Ris-je sans joie. Tu me parles de justice ? Toi. La femme qui me trompe depuis 6 mois ? Roberto, s'il te plaît. Les enfants ont besoin de moi. Tu ne peux pas me les enlever. Je ne te les enlève pas. Je les protège. D'une mère qui ne respecte clairement pas sa famille. D'une femme qui préfère son amant à ses propres enfants. Ce n'est pas vrai. Je les aime. Mais tu ne m'aimais pas, moi, n'est-ce pas ? Et ils font partie de moi. Alors pardonne-moi si je ne fais pas confiance à ta définition de l'amour.
Laura laissa tomber les papiers et se couvrit le visage, sanglotant sans contrôle. Une petite partie de moi éprouva de la pitié. Mais je l'écrasai aussitôt. Je ne pouvais pas faiblir maintenant. Il y a autre chose, poursuivis-je, implacable. La maison reste à mon nom. Tu peux garder ta voiture, le reste sera partagé selon la loi. Et comme tu as un emploi stable, tu ne recevras pas de pension alimentaire. Mais, où vais-je vivre, demanda-t-elle en pleurant. Ce n'est pas mon problème. Peut-être que ton petit ami Ravière pourra t'aider. Même si je doute que sa femme soit ravie quand elle apprendra tout ça. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu vas le dire à sa femme? Je l'ai déjà fait. Je lui ai envoyé toutes les photos hier soir. Avec les relevés bancaires. Elle mérite de connaître la vérité, tu ne crois pas? Comme moi, je la méritais. Laura se leva en titubant. Roberto, s'il te plaît. On peut arranger ça. On peut aller en thérapie. Je peux quitter Ravière. Je peux changer. Non, dis-je fermement. Il n'y a rien à arranger. Tu as tué ce mariage le jour où tu as décidé de coucher avec un autre homme. Moi, je ne fais que l'enterrer. Mais 11 ans, Roberto. 11 ans ensemble. Ça ne compte pas? Apparemment pas pour toi quand tu étais dans ce lit d'hôtel. Alors non, ça ne compte plus pour moi non plus. Elle tomba à genoux. Littéralement. Devant moi. Je t'en supplie. Donne-moi une chance. Une seule. Je ferai tout ce que tu veux. Je la regardai. Cette femme à genoux. Cette femme qui avait été tout mon monde. Et je ne ressentis rien. Absolument rien. Lève-toi, Laura. Et un peu de dignité. Elle se releva lentement. Tu as deux options, poursuivis-je. Tu signes maintenant et on rend ce processus aussi doux que possible pour les enfants. Ou on va au tribunal, et je présenterai tout devant un juge. Et crois-moi, ce sera bien pire pour toi. Je ne peux pas signer maintenant. J'ai besoin de temps. Tu as 3 jours. Pas un de plus. Je pris ma mallette et me dirigeai vers la porte. Je me retournai une dernière fois. C'est moi qui parlerai aux enfants. Ce soir. D'une manière adaptée à leur âge. Je ne leur dirai pas que leur mère est une menteuse et une traîtresse. Parce que, contrairement à toi, je pense à leur bien-être. Roberto. Garde tes larmes. Elles ne marchent plus sur moi. Je quittai la maison sans me retourner. Et pour la première fois depuis longtemps, je respirais librement. Cet après-midi-là fut l'un des plus longs de ma vie. Après avoir confronté Laura, j'ai passé des heures à conduire sans but, essayant de digérer tout ce qui venait de se passer. Le soulagement initial s'est peu à peu mêlé à d'autres émotions. L'angoisse de la réaction des enfants. La tristesse face à la famille que nous étions sur le point de briser. Mais aussi une détermination froide. Parce qu'il n'y avait plus de retour en arrière. À 2 heures de l'après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité à répondre, mais quelque chose en moi me disait que je devais décrocher. Roberto Medina, demanda une voix féminine que je ne reconnus pas. Oui, c'est moi. Je m'appelle Patricia. Je suis l'épouse de Ravière Contrera. Sa voix tremblait. J'ai reçu vos photos hier soir. Mon estomac se noie. Je suis vraiment désolé, Madame Contrera. Je sais que voir ces images n'a pas été facile. Mais vous aviez le droit de connaître la vérité. Tout comme moi. Merci, répondit-elle, et je l'entendis éclater en sanglots. Moi aussi je me doutais de quelque chose. Les jeudis. Toujours les jeudis. Il disait qu'il avait des rendez-vous avec des clients. Mais maintenant, tout s'explique. Nous avons parlé pendant 15 minutes. 2 inconnus liés par la trahison de leur conjoint. Elle me raconta qu'elle et Ravière étaient mariés depuis 13 ans. 3 enfants. Une vie entière, elle aussi en train d'être détruite par les choix égoïstes de 2 personnes. Qu'est-ce que tu vas faire, lui demandai-je. La même chose que toi, répondit-elle, d'une voix soudain plus assurée. Divorcer.
J'ai déjà engagé un avocat ce matin. Javier est rentré à la maison hier soir et je lui ai montré les photos. Il a nié au début, mais quand il a compris que j'avais des preuves, il s'est effondré. Maintenant, il est chez son frère. Je suis soulagé de savoir que tu as pris cette décision, lui dis-je sincèrement. Aucun de nous ne mérite ça. Non, acquiesça-t-elle. Bonne chance, Roberto. J'espère que tu trouveras la paix que tu mérites. Vous aussi, Patricia. Vous aussi. Quand j'ai raccroché, je me suis senti étrangement réconforté. Je n'étais pas seul. Quelqu'un d'autre comprenait exactement ce que je traversais. Et savoir qu'elle aussi se battait pour sa dignité m'a donné de la force. À 5 heures de l'après-midi, je suis rentré à la maison. Laura était dans sa chambre. Oui, sa chambre. Car ce matin-là, je lui avais demandé de s'installer dans la chambre d'amis. Je ne dormirai plus jamais dans le même lit qu'elle. Les enfants arriveraient dans 1 heure. Ma mère était allée les chercher à l'école et les avait emmenés au parc. Je lui avais demandé ce service le matin même, sachant que j'aurais besoin de temps pour préparer la conversation la plus difficile de ma vie. Je me suis assis dans le salon, cherchant les mots justes. Comment expliquer à un garçon de 8 ans et à une fille de 6 ans que leur famille est en train de s'effondrer? Comment leur dire que maman et papa ne vivront plus ensemble sans détruire leur innocence? À 6 heures précises, j'ai entendu la voiture de ma mère. Je suis sorti accueillir les enfants. Matteo et Sofia ont couru vers moi, leur sac à dos rebondissant sur leurs épaules. Papa. Mamie nous a acheté des glaces, cria Sofia, toute excitée. Ah oui? Et quel parfum as-tu choisi? Demandai-je en la prenant dans mes bras. Fraise. Mon préféré. Matteo s'est accroché à ma jambe. Papa, on pourra regarder un film après le dîner? Mon cœur s'est brisé. Si innocent. Si heureux. Totalement inconscient de ce que j'allais leur dire. Ma mère me regarda avec inquiétude. Je lui avais tout raconté ce matin-là. Elle avait pleuré avec moi au téléphone, maudissant Laura pour ce qu'elle avait fait. Mais elle m'avait aussi dit quelque chose d'essentiel. Les enfants sont forts, Roberto. Bien plus que tu ne le crois. Dis-leur la vérité, avec des mots adaptés, et ils comprendront. Merci, maman, lui murmurai-je pendant que les enfants entraient en courant dans la maison. Tu veux que je reste? Demanda-t-elle. Non. C'est quelque chose que Laura et moi devons faire ensemble. Pour la dernière fois. Elle hocha la tête et me serra fort dans ses bras. Je t'aime, mon fils. Et je suis fier de toi pour avoir fait ce qu'il fallait. Je suis rentré et j'ai appelé Laura. Elle est descendue quelques minutes plus tard. Les yeux gonflés d'avoir tant pleuré. Elle s'était changée et avait attaché ses cheveux. Elle semblait avoir pris 10 ans en une seule journée. C'est l'heure, dis-je simplement. Elle acquiesça sans un mot. Nous avons appelé les enfants dans le salon. Ils se sont assis sur le canapé, nous regardant avec curiosité. Ils sentaient que quelque chose n'allait pas. Les enfants sentent toujours quand quelque chose cloche. Matteo, Sofia, commençai-je en m'asseyant en face d'eux. Laura s'assit à côté de moi, mais je gardais une distance entre nous. Maman et moi devons vous parler de quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Demanda Matteo, inquiet. Quelqu'un est malade? Non, personne n'est malade, répondis-je rapidement. Mais il va y avoir quelques changements dans notre famille. Sofia me regarda avec ses grands yeux. Quel genre de changement? Je pris une profonde inspiration. Maman et papa, nous avons décidé que nous n'allions plus vivre ensemble. Le silence qui suivit fut assourdissant. Matteo fronça les sourcils, perdu. Sofia me fixait, essayant de comprendre ce que je venais de dire. Vous allez divorcer? Demanda enfin Matteo, d'une toute petite voix, effrayée. Oui, répondis-je honnêtement. Nous allons divorcer. Pourquoi? Sofia se mit à pleurer. Pourquoi vous ne vous aimez plus? Laura sanglota à côté de moi. Elle tendit la main pour prendre celle de Sofia, mais la petite la retira instinctivement. Ça fit mal. Même moi, j'eus mal en voyant ça. Parfois,
les adultes changent, expliquai-je en choisissant mes mots avec soin. Et parfois, ces changements font qu'ils ne peuvent plus rester ensemble. Mais cela ne veut pas dire que nous cessons de vous aimer. Jamais. Vous comprenez? C'est de ma faute, demanda soudain Matteo. Des larmes coulaient sur ses joues. J'ai fait quelque chose de mal? Non, 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 dis-je aussitôt en m'agenouillant devant lui et en prenant son visage entre mes mains. Ce n'est pas ta faute, champion. Ni la tienne ni celle de Sofia. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est entre maman et papa. Mais où va vivre maman? Demanda Sofia entre deux sanglots. Maman va chercher un appartement pas loin, répondis-je. Et vous vivrez avec moi dans cette maison. Mais le week-end, vous pourrez voir maman autant que vous voudrez. Pourquoi maman doit partir? Matteo me regarda avec des yeux accusateurs. Pourquoi elle? Pourquoi pas toi? Cette question me transperça. Parce que Matteo défendait sa mère. Comme il le devait. Et je ne pouvais pas, je ne devais pas, détruire ce lien en lui révélant la vérité sur ce que Laura avait fait. C'est compliqué, mon grand, dis-je doucement. Quand vous serez plus grand, vous comprendrez mieux. Pour l'instant, j'ai juste besoin que vous me fassiez confiance et que vous sachiez que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Mais moi, je ne veux pas que vous vous sépariez, cria Sofia. Elle descendit du canapé et monta en courant dans sa chambre. Matteo resta assis, les yeux fixés sur le sol. Ses épaules tremblaient tandis qu'il pleurait en silence. Laura se leva. Je vais lui parler. Non, dis-je fermement. J'y vais. Toi, parle à Matteo. Je n'attendis pas sa réponse. Je montai les escaliers et trouvai Sofia sur son lit, le visage enfoui dans son oreiller, sanglotant de tout son cœur. Je m'assis à côté d'elle et lui caressai le dos. Ma princesse. Je ne veux pas que tu te sépares de maman, cria-t-elle en pleurant. Je veux qu'on soit une famille. Je sais que c'est difficile à comprendre maintenant, dis-je doucement. Et tu as le droit d'être triste. Tu as le droit d'être en colère. Mais je te promets quelque chose, Sofia. Je te promets que même si maman et moi ne vivons plus ensemble, tu auras toujours tes deux parents qui t'aiment de tout leur cœur. Vous ne dormirez plus ensemble? Demanda-t-elle d'une petite voix. Non. Il n'y aura plus de petit déjeuner en famille? Il y aura des petits déjeuners avec toi, Matteo et moi. Et d'autres avec maman. Ce n'est pas pareil, dit-elle. Et elle avait raison. Ce ne serait plus jamais pareil. Je restai avec elle pendant 1 heure. À répondre à ses questions. À la laisser pleurer. À la serrer dans mes bras quand elle en avait besoin. À lui expliquer que les changements font peur, mais que nous les affronterions ensemble. Quand elle se calma un peu, nous redescendîmes. Matteo était dans sa chambre. Laura était dans la cuisine, probablement en train de pleurer elle aussi. J'allai voir Matteo. Il était assis sur son lit, regardant par la fenêtre. « Je peux entrer ?» demandai-je. Il hocha la tête sans me regarder. Je m'assis à côté de lui. « Je sais que tu es en colère. »« Je ne suis pas en colère, » répondit-il, mais son ton disait le contraire. « C'est juste que, je ne comprends pas. Ce matin, tout allait bien. Et maintenant, tout va mal. Les choses allaient mal depuis un moment, avouai-je. Vous ne le saviez pas parce que nous vous protégions. Pourquoi? Demanda-t-il enfin en me regardant. Pourquoi vous n'avez pas pu arranger ça? Les parents de Tommy se disputaient beaucoup et ils sont allés en thérapie, et maintenant ça va mieux. Il y a des choses que la thérapie ne peut pas réparer, mon fils, dis-je doucement. Parfois, quand la confiance est brisée, il est impossible de la reconstruire. Maman a brisé ta confiance? Demanda-t-il. Il était plus perspicace que je ne le pensais. Oui, répondis-je honnêtement. Et c'est quelque chose de très difficile à surmonter. Elle a fait quelque chose de mal? Elle a commis des erreurs. De graves erreurs. Mais cela ne fait pas d'elle une mauvaise mère. Elle vous aime de tout son cœur. D'accord. Matteo hocha lentement la tête. Papa? Oui? Tu continueras à nous emmener jouer au football le samedi?
Cette question si simple m'a brisé le cœur, et l'a réparé en même temps. Bien sûr que oui, champion. Tous les samedis. Je te le promets. Cette nuit-là fut chaotique. Les enfants ont à peine touché à leur dîner. Laura est restée dans la chambre d'amis. Moi, je suis resté avec les enfants jusqu'à ce qu'ils s'endorment, ce qui a pris des heures. Sophia a fait un cauchemar vers minuit et a fini par dormir avec moi dans mon lit. Matteo est apparu à 2 heures du matin, disant qu'il n'arrivait pas à dormir. Nous avons fini tous les 3 dans mon lit, serrés les uns contre les autres, cherchant du réconfort au milieu du chaos. Et tandis que je regardais mes enfants dormir, leurs petits visages encore marqués par les larmes, j'ai ressenti un tourbillon d'émotions si intense qu'il a failli m'étouffer. De la culpabilité de leur faire traverser tout cela. De la colère envers Laura pour en être la cause. Une détermination farouche à les protéger. Et la peur de l'avenir. Mais surtout, de l'amour. Un amour profond, viscéral, féroce qui m'a rappelé pourquoi je faisais tout cela. Pas seulement pour moi. Mais pour eux. Parce qu'ils méritaient de grandir dans un foyer où l'honnêteté comptait. Où les actes avaient des conséquences. Où le respect était essentiel. Le lendemain, samedi, Laura a commencé à faire ses cartons. Sans dire un mot. Sans protester. Je crois qu'elle avait enfin compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Les enfants l'observaient depuis les escaliers, perdus et tristes. Mais aussi résilients. Parce que les enfants sont incroyablement forts lorsqu'ils y sont obligés. « Quand est-ce que tu pars, maman ?» demanda Sophia. « Dans quelques jours, mon amour » répondit Laura d'une voix brisée. « Mais je vous verrai très bientôt. Je te le promets. » Et tandis que je regardais ma femme, mon ex-femme, ranger sa vie dans des cartons, j'ai compris quelque chose d'important. Ce n'était pas la fin. C'était le début. Le début d'une nouvelle vie. Une vie construite sur la vérité plutôt que sur les mensonges. Sur le respect plutôt que sur la trahison. Et même si cela faisait mal maintenant, je savais qu'un jour je me retournerais et je remercierais ce jour où ce message vocal est arrivé sur mon téléphone. Parce que ce message m'avait sauvé. Il m'avait montré la vérité. Et il m'avait donné la chance de recommencer. Le lundi matin, 3 jours après la remise des documents de divorce, Marcos m'appela pour m'annoncer que Laura avait signé. Tout était en ordre. 11 années de mariage venaient de se terminer par une simple signature. J'éprouvais à la fois du soulagement et une profonde tristesse. Il m'expliqua qu'elle avait pleuré pendant toute la procédure, mais qu'avec les preuves, le divorce serait validé sous 2 semaines. 2 semaines avant de devenir officiellement un homme divorcé. Ce même après-midi, Laura revint à la maison pour la dernière fois afin de récupérer ses affaires. Les enfants étaient absents, laissés au cinéma avec ma mère pour lui offrir un peu d'intimité. Je la regardais monter et descendre les escaliers avec ses cartons, incapable de l'aider. La voir empaqueter sa vie était déjà assez douloureux. Dans le couloir, elle s'arrêta devant moi, épuisée, le regard rouge. Elle me demanda de l'écouter. Elle s'excusa, avouant avoir détruit notre famille pour une relation qui n'était pas réelle. L'homme pour lequel elle m'avait trahi l'avait abandonné dès qu'il avait été confronté par sa femme. J'éprouvai une brève satisfaction, mais aussi de la compassion. Je lui dis que je ne la détestais pas, même si je ne pouvais pas lui pardonner. Elle s'inquiéta pour les enfants. Je la rassurai, elles resteraient leur mère, et je ne les utiliserais jamais comme des armes. Avant de partir, elle me demanda si un jour je pourrais lui pardonner, au moins pour le bien des enfants. Je répondis que peut-être, mais pas aujourd'hui. Puis elle s'en alla, emportant avec elle les derniers fragments de notre mariage. Les semaines suivantes furent difficiles, mais une routine s'installa. Les enfants vivaient avec moi et voyaient leur mère le week-end. Peu à peu, nous avons commencé à guérir. Je me réfugiai dans le sport et le travail. Mon corps changea, ma carrière décolla. Sans m'en rendre compte, je me reconstruisais. Les regards des autres changèrent aussi. Je ne cherchais pas l'amour, mais je recommençais à me sentir vivant. 3 mois plus tard, je rencontrai Andrea lors d'un événement professionnel. Nous avons parlé longuement, simplement. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentis normal. Plein d'espoir.
Avec le temps, mes enfants s'épanouirent. Un jour, Matteo me remercia de ne jamais parler mal de sa mère. À cet instant, je compris que j'avais fait le bon choix, protéger mes enfants de l'amertume était plus important que ma colère. 1 an après le divorce, ma vie avait changé. La maison était rénovée, les enfants heureux, et la relation avec Laura apaisée. Je fréquentais désormais Valeria, une femme douce et patiente, sans précipitation. Un jour, un homme m'appela pour me demander conseil, sa femme le trompait. Je lui racontai mon histoire et lui dis que la douleur passerait, et qu'une vie meilleure l'attendait. Alors je compris que ce message qui avait détruit mon monde m'avait en réalité sauvé. Il m'avait libéré d'un mensonge et permis de reconstruire ma vie. Au final, je n'avais pas seulement gagné le divorce ou la maison. J'avais gagné ma dignité, mon respect de moi-même et mon avenir. Et cela valait plus que n'importe quel mariage fondé sur des mensonges. We're still smurfing on Plats. I mean, I haven't played the last 2 days, twin. So yeah. Opinion on the turbo removal? Bro, I thought it's still in the game. Because the icon still pops to the bottom right. Wait, hold on. I literally low-key just sent Tyler on a fucking mission. Alright. Visual bug? I feel like it's a bug that they removed turbo. No? Why the fuck did they remove it? Because once you max, you don't get it either. Eh. Okay, this song needs to go. Thank you for taking down every song in existence. Yep. When he stops ignoring me, Olvia? Wait, what? How am I ignoring you? Did you DM me? Wait, what's going on, baby? Literally gave you a new album to listen to? Alright. Wait. Oh, you asked me to play? Oh, come. Let's go. Let's play. Introducing your champion. This is good, let's fight. Wait. What was the BNYX? Yeah, BNYX. Genesis FM. GG. Man, fuck! I gotta listen to what Tyler did now. What's this? What the fuck am I listening to? Wait, baby, who would you compare this guy to? Just listen to 10 feet, you're gonna say it's sad anyway, bro? Jesus. I mean, bro, am I wrong, though? Am I wrong, though? These bonds aren't easily broken. Are we dead ass? Is this what I get off job? Alright, you just... Like, fuck me. I mean, yeah, bro, for sure. What? Oh shit. Sick inspect animation, bro. Let's put you in a bind. I need energy ammo. Heavy ammo here.
You're quite literally wrong. Bro, Tyler, I'm not trying to raise bait. On God, on God. I'm putting this on God, by the way. I am not trying to raise bait, twin. It is unironically my opinion. Dude. That doesn't hit you, bro? Delivering Arcstar. Delivering thermite. Releasing an Arcstar. Our squad mate was weak. Now it's only us. Moving here. Alright, well, GG Max. Enemy shield is kaput. I mean, bro, 71 damage! Oh. He just doesn't like it. Bro, no point in trying to change the opinion, just keep rocking with Juice. I mean, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Listen, I listened to a lot of Juice. A lot of Juice. If only I did use Spotify back in the day when I listened to Juice. Right, I actually think I still have downloaded Juice songs in my phone. Okay, my point anyway is I listened to Juice, right? I just feel like I have outgrown that genre. I don't want to say the artist, but like that song, like the songs I was listening to, I outgrown them. It's not rage bait, by the way, guys. This is not rage bait. Wait, how the fuck do you check your where do you check your music downloaded? Oh, here. Here. I got Juice WRLD Wasted. I got Dude, I got hella shit in here. Holy fuck. Tame Impala, Neighborhood, Travis, 21 Pilots, X, Floor 555, Zebrahead, Joji again, NF. NF was low-key a banger, I can't lie. Lost Dinosaurs, whatever that is. Zoom. What the fuck? Okay, honestly, no, this is not as bad as I expected it to be. But I know this is not what I used to have like the whole time. Like the songs I'm trying to talk about are like on my previous phone, but I just felt like rage baiting Tyler, to be honest. Wait, where's where's good Moosius? Wait, Tyler, are you still here? He got more ads? Yo, what's good, Ivan? How you doing, man? Wait, babe, are you getting on? Oh, wait. Yeah, are you getting on? NF is great? Yeah, that's what I'm saying, Ivan. You like my name? I don't think I have you added on this account. Do I?
I don't think I do. People tell me I understand you why you rage bait now is great, and I feel like a proud dad. All right. Yes. Well, anyway, bruh, I listened to. Did you? Did you hear what I said? That I've listened literally to Tyler. I mean to Accentus Calm Dumpster. All right. That I listened to not Tyler. I listened to Juice. Like I listened so much to Juice. I just feel like I've outgrown his music, but I've unironically listened to Juice a lot. If I genuinely go through my stories on Instagram, which I am not gonna do, I promise you 50% of them from like 2018 will have Juice WRLD on the background. Why did you send me, bro? So now we swap to Uzi.